Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on remonte le temps pour découvrir le quotidien fascinant des peuples amérindiens. On va explorer 10 aspects de leur vie, souvent méconnus mais incroyablement riches. Préparez-vous à un voyage dans l'histoire, c'est parti. Numéro 1, ils vivaient en totale harmonie avec la nature. Pour les Amérindiens, la terre n'était pas une ressource à exploiter, mais une mère nourricière, terre-mère. Ce respect se manifestait dans chaque geste. Rien n'était jamais gaspillé. Quand un animal était chassé, comme un bison, absolument chaque partie était utilisée. La viande pour la nourriture, la peau pour les vêtements et les tipis, les os pour les outils, les tendons pour faire des cordes. C'était un cycle de vie où l'homme ne prenait que ce dont il avait besoin et remerciait la nature pour ses dons. Cette philosophie de non-gaspillage est une leçon puissante, encore aujourd'hui. Numéro 2. Ils construisaient des habitations ingénieuses. On pense souvent aux tipis, et à juste titre. Ces tentes coniques, faites de peaux de bison tendues sur de longues perches de bois, étaient de véritables chefs-d'œuvre de conception. Faciles et rapides à monter et à démonter, elles étaient parfaites pour les tribus nomades des grandes plaines qui suivaient les troupeaux. Mais ce n'était pas le seul type d'habitat. Selon la région et le climat, d'autres peuples vivaient dans des wigwams, des structures en forme de dôme faites de branchages, ou encore dans des maisons longues en bois pour les tribus sédentaires du nord-est, et même des maisons en terre ou en adobe dans le sud-ouest. Chaque habitation était une réponse intelligente à son environnement. Numéro 3, la chasse était une compétence vitale. Le bison, le cerf, l'élan, mais aussi le poisson et le petit gibier constituaient la base de leur alimentation. Les techniques de chasse étaient d'une efficacité redoutable. Ils maîtrisaient parfaitement le tir à l'arc, la lance, mais aussi des méthodes de piégeage très élaborées. Pour chasser le bison, par exemple, ils organisaient des chasses collectives, utilisant leur connaissance du terrain pour guider les troupeaux vers des falaises ou des enclos. Chaque chasse était un événement communautaire, empreint de rituels pour honorer l'esprit de l'animal. Numéro 4. Ils étaient aussi des agriculteurs accomplis. Contrairement à l'image du chasseur-cueilleur nomade, de très nombreuses tribus pratiquaient l'agriculture. Elles cultivaient principalement un trio de plantes complémentaires qu'on appelle les trois sœurs, le maïs, les haricots et la courge. Cette technique d'association était brillante. Le maïs offrait un tuteur aux haricots grimpants, les haricots fixaient l'azote dans le sol, ce qui fertilisait les autres plantes, et les larges feuilles de la courge couvraient le sol, empêchant les mauvaises herbes de pousser et conservant l'humidité. C'était une forme d'agriculture durable et incroyablement efficace, qui formait la base de leur alimentation. Numéro 5. Ils pratiquaient le troc sur de vastes réseaux. Bien avant l'arrivée de la monnaie, les échanges commerciaux étaient florissants entre les tribus. Un réseau de troc s'étendait sur des milliers de kilomètres à travers le continent. Une tribu des plaines pouvait échanger des peaux de bison contre du maïs cultivé par une tribu du sud-est ou contre des coquillages venus de la côte. On s'échangeait des outils en pierre, des poteries, des pigments, des bijoux, des plumes rares. Le troc n'était pas seulement une affaire économique, c'était aussi un moyen de maintenir des liens sociaux et des alliances entre les différents peuples. Numéro 6, ils fabriquaient leurs vêtements à la main. Chaque vêtement était une pièce unique, confectionnée avec soin à partir des matériaux disponibles. Les peaux d'animaux, principalement le daim et le bison, étaient méticuleusement tannées pour les rendre souples et résistantes. Elles étaient ensuite décorées avec une créativité infinie. Des broderies complexes faites de piquants de porc-épic colorés, des perles, des coquillages et bien sûr des plumes. Ces habits n'étaient pas que fonctionnels, ils racontaient son histoire, indiquaient le statut social, les exploits de la personne et étaient souvent chargés de symboles spirituels pour la protection et la force. Numéro 7. Ils transmettaient leur savoir à travers les légendes. La tradition orale était au cœur de leur culture. Imaginez, chaque soir, la communauté réunie autour d'un feu crépitant. Les anciens, les gardiens de la mémoire, prenaient la parole. Ils racontaient les mythes de la création du monde, les aventures des esprits et des héros culturels, les lois de la nature et les origines de leurs traditions. Ces histoires n'étaient pas de simples contes pour s'endormir.
elles étaient le principal outil d'éducation. Elles enseignaient la morale, l'histoire du peuple et la place de l'homme dans l'univers. C'est ainsi que la culture et les valeurs se transmettaient de génération en génération. Numéro 8. Ils respectaient profondément les esprits et les ancêtres. Leur vision du monde était animiste, c'est-à-dire qu'ils croyaient que toute chose possédait un esprit. Les animaux, les plantes, les rivières, les montagnes, le vent, tout était vivant et interconnecté. De grandes cérémonies, des danses et des chants étaient organisés pour communiquer avec ces esprits, pour les remercier des récoltes ou d'une chasse fructueuse, ou pour demander leur aide et leur protection. Les chamans et les hommes médecines jouaient un rôle crucial de médiateur entre le monde des humains et le monde des esprits, veillant à maintenir l'équilibre et l'harmonie. Numéro 9. La mobilité était une stratégie de vie. Si certaines tribus étaient sédentaires, beaucoup d'autres étaient nomades ou semi-nomades. Ce n'était pas un mode de vie subi, mais une adaptation intelligente à leur environnement. Les tribus des Grandes Plaines, par exemple, suivaient les immenses troupeaux de bisons au fil des saisons, assurant ainsi leur subsistance tout au long de l'année. D'autres se déplaçaient pour suivre les cycles de la nature, se rendant dans des zones de cueillette ou de pêche spécifiques selon la saison. Cette mobilité leur offrait une grande flexibilité et une connaissance intime d'un vaste territoire. Et enfin, numéro 10, l'apprentissage de la survie commençait dès l'enfance. Les enfants n'allaient pas à l'école comme nous, mais leur éducation était constante et immersive. Dès leur plus jeune âge, ils apprenaient en observant et en imitant les adultes. Les garçons suivaient leur père à la chasse, apprenant à pister un animal, à fabriquer un arc et à se repérer dans la nature. Les filles apprenaient avec leur mère à tanner les pots, à cultiver le jardin, à reconnaître les plantes comestibles et médicinales et à confectionner les vêtements. À l'adolescence, ils possédaient déjà un savoir-faire incroyable, essentiel pour leur survie et celle de leur communauté. Et voilà, 10 facettes d'un mode de vie profondément connecté à la nature et riche de savoirs ancestraux. C'est fascinant de voir à quel point ces cultures étaient adaptées, ingénieuses et spirituelles. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Dites-nous en commentaire quel aspect vous a le plus surpris. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.